Les options de location de mon logement à Valencia. Tout d'abord, un petit en guise d'introduction pour rappeler ou vous faire connaître où est Valencia. Tout le monde a du mal parfois à se situer. On connaît bien Barcelone, on connaît bien Madrid. Valence, c'est la troisième ville d'Espagne, mais parfois on a un petit peu de mal à la situer. Donc on est sur la côte méditerranéenne, à l'est de l'Espagne, en plein centre. Donc à gauche, ce qu'on a représenté en rouge, c'est la communauté de Valence. Comme vous le savez, l'Espagne est divisée en différentes communautés. Et au sein même de la communauté, voilà. Donc on a Valence, qui est la capitale de cette région. De manière générale, à Valence, on peut viser une belle rentabilité, on estime de 4 à 6%. C'est parmi les villes qui peut dégager la meilleure rentabilité moyenne. Donc c'est pour une location classique, on va dire. Et après, on va voir un petit peu comment on peut améliorer ce type de location. Donc c'est une moyenne. Donc bien sûr, ça dépend de beaucoup de critères. Est-ce que vous êtes situé dans le centre ou est-ce que vous êtes plutôt au côté de la plage? Quel est le type de location que vous avez? Est-ce que votre location, elle fonctionne toute l'année ou c'est plutôt 6 mois parce que vous avez décidé de venir 6 mois à l'année, venir télétravailler ou passer des vacances dans votre logement? Donc, voilà, c'est une moyenne qui est une belle valeur. En termes de population, 800 000 habitants, 80 000 étudiants, c'est la troisième ville d'Espagne. Pourtant, en termes de prix au mètre carré, c'est la 14e ville d'Espagne. Donc, il y a vraiment une différence importante entre le pouvoir de cette ville, tant en termes de tension locative, en termes d'emploi, que les possibilités d'acheter un bien sur Valence. Comme on le voit sur la courbe de gauche, donc, il y a eu la crise en 2008 avec les prix qui ont fortement chuté et petit à petit, c'est en train de remonter. Donc Valence, là on le voit, c'est en vert foncé sur la présentation, fait parmi les villes qui sont les plus faibles au mètre carré. Pourquoi? Parce que bon, il y a des villes qui ont un pouvoir économique bien supérieur, type Madrid, Barcelone. Donc, il y a beaucoup plus, parfois, par exemple, d'intérêt pour un Français connaît beaucoup plus Madrid, il connaît beaucoup plus Barcelone. Donc pour lui, voilà, peut-être qu'il est plus focus sur ces villes-là, plus de demandes. Du coup, les prix augmentent en parallèle. Après, il y a d'autres villes, par exemple dans les Baléares. On est dans les Baléares, c'est une île, il n'y a pas beaucoup de biens, offre très limitée, les prix augmentent. Valencia, on est à la 14e ville d'Espagne, alors qu'on est la 3e en termes de population et donc une forte demande en location. Et sur ce graphique-là de TINSA, qui rentre un petit peu plus en détail sur l'évolution du prix au mètre carré de Valence, on voit qu'en 2008, on était vraiment tout en haut de la courbe. Après, on a eu la crise économique, a fortement chuté et petit à petit, c'est en train de remonter. Et on voit que par rapport au maximum de 2008, il y a encore une différence de 28% du prix au mètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a encore un potentiel énorme d'augmentation des prix au mètre carré. Aujourd'hui, vous achetez un bien, il est beaucoup moins cher que le bien que vous auriez pu avoir en 2008. Et petit à petit, les prix vont augmenter. Donc, votre bien, il va prendre de la valeur au fil des années. Surtout que Valence, c'est une petite pépite sur la côte méditerranéenne. Et cette courbe-là, même si aujourd'hui on dit que voilà, la situation du marché est plus compliquée, on s'attend à ce que les prix diminuent dans 2-3 ans, etc. Valence, on croit fortement que la courbe va continuer à augmenter. Il y a certains quartiers déjà où on a déjà atteint le point de 2008 et ça continue d'augmenter. Alors, en ce qui concerne notre présentation, donc les principales options de location. Il y a 3 principales et on a fait un petit aparté pour présenter une particularité qui est la colocation. Donc, on va parler dans un premier temps de la location longue durée, la colocation, la location qu'on appelle temporale et ensuite la location touristique, entre guillemets Airbnb. Le plus classique, la location longue durée. Donc, c'est votre logement que vous mettez en location sur une période minimale de 5 ans. 7 ans si vous êtes une personne juridique, c'est-à-dire une société qui souhaite mettre en location. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, en tant que propriétaire, vous ne pouvez pas venir récupérer votre bien avant 5 ans. Sauf cas particulier où vous avez besoin de récupérer votre bien pour vous-même, pour un parent proche, ou par exemple, vous êtes divorcé
et votre conjoint a besoin de récupérer le logement. C'est vraiment des cas très, très précis. Et là, vous avez un préavis de 2 mois pour pouvoir récupérer le bien. Sinon, le bien il est bloqué pendant cette période-là de 5 ans. Le locataire, lui, il peut sortir quand il veut. Il y a une période de 6 mois dans laquelle il ne peut pas sortir. Et après, s'il sort avant la fin de la première année, il est un petit peu pénalisé, forcément, parce qu'il a été au bout de sa première année. Et après, la première année passée, il peut sortir quand il veut, avec un préavis de 30 jours. Donc voilà, 5 ans minimum, et ensuite, ça se prolonge encore 3 ans de plus par période de 1 an. Donc, le contrat classique, ce qu'on fait tout le monde, c'est parce que le 5 ans minimum, ça peut être une période qui peut être décomposée en 5 fois 1 an. Parce que moi, j'ai fait par exemple lors de ma location, je n'ai pas, en tant que locataire, envie d'être engagé sur 5 ans. Je dis, moi, je préfère louer sur 1 an, en étant protégé, en étant sûr de pouvoir disposer du bien pendant 5 ans. Ce bien-là, c'est la location habituelle du locataire. C'est-à-dire qu'en Espagne, on a l'obligation de déclarer où on habite, dans quelle communauté on habite. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, ça fonctionne par région. Et donc, par exemple, le système de santé de la communauté de Valence n'est pas forcément le même que celui de la communauté madrilène. Donc, on doit déclarer où on habite. Et donc, avec cette location longue durée, ça permet à votre locataire de dire, moi, j'habite ici. Je suis empadronado, comme on dit ici, dans cette ville, à Valence, telle rue, etc. Quel est l'intérêt pour vous? C'est l'objectif sécurité. C'est-à-dire que vous avez une certaine stabilité sur au minimum 5 ans, on va dire, sauf si bien sûr votre locataire décide de partir plus tôt. Mais en général, le locataire qui rentre dans ce process-là, il reste 2 ans, 3 ans ou plus. Il peut rester 10 ans s'il se sent bien, l'appartement est grand, il fait sa vie dans ce logement. On connaît tous quelqu'un qui reste 30 ans. Moi, dans ma famille, mon père reste 30 ans dans le même logement, location longue durée. Donc, vous avez cette certaine stabilité parce que vous savez que pendant X mois, X années, vous allez avoir cette rentrée d'argent tous les mois qui va venir compenser votre hypothèque. Si vous avez fait un prêt bancaire, en général, votre loyer vient rembourser toutes vos échéances mensuelles de votre hypothèque. C'est un rendement qu'on peut qualifier de bas parce que forcément, vous êtes dans un certain confort. Et le prix au mètre carré de votre location est plus inférieur à dans d'autres types de contrats de location. Sécurité aussi, parce que vous avez un locataire qui reste plus longtemps, vous l'avez sélectionné, vous avez regardé un petit peu son profil, on vous aide à faire cette sélection-là, on est là pour ça. On peut également bénéficier d'une assurance loyer impayé, qui est environ, le coût c'est 5% du loyer annuel, et qui vous garantit encore plus de sécurité. C'est plus facile au niveau de la gestion. Il n'y a pas X rentrées-sorties de locataires. Vous n'avez pas à venir vérifier plusieurs fois si les murs ils sont bien, s'il ne m'a pas fait des trous dans mon carrelage. Au niveau des contrats d'électricité, d'eau, etc., vous n'avez rien à gérer. C'est le même contrat pendant 3 ans. Et après, si le locataire change, dans ce cas-là, le futur locataire le change. En contrepartie, c'est un petit peu moins flexible. Comme on l'a vu, vous ne pouvez pas rentrer quand vous voulez dans votre logement. Il est bloqué pendant certains mois, certaines années. Et vous ne pouvez pas forcément adapter non plus votre loyer pendant cette période-là. Vous devrez attendre que votre locataire sorte du logement pour pouvoir faire une augmentation importante de votre loyer. Vous pourrez suivre l'inflation, mais vous êtes capé. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. À la différence d'une location courte durée, le locataire il sort, vous voulez augmenter, vous voulez doubler le prix, vous le doublez. Faites ce que vous voulez. On a la colocation. La colocation, je l'ai mis à cet endroit-là de la présentation parce que c'est un peu comme une location longue durée, mais qui va permettre d'améliorer votre rentabilité. Pourquoi? Parce que vous pouvez décomposer les prix en fonction des personnes qui sont chez vous. La colocation, c'est un peu un mix entre la location longue durée et la location temporaire. Et vous avez, par exemple, dans votre logement, vous avez 3 chambres, une qui est immense, une moyenne, une petite. Vous pouvez jouer sur les prix. Dire, cette personne-là elle va payer un petit peu plus cher que celle-ci. L'avantage, c'est que vous découpez un petit peu les prix, donc vous augmentez votre loyer et vous augmentez votre rentabilité. Il y avait une crainte à l'époque, c'était de savoir est-ce que je fais une colocation parce qu'au final, le profil, c'est quoi? C'est surtout des étudiants, une grosse ville étudiante avec des universités internationales ici à Valence. Je dis, je vais louer de septembre à juin et pendant l'été, je fais quoi? Moi, je perds 2 mois de loyer. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué de trouver une belle colocation que les étudiants qui viennent chez vous, ils viennent pour rester pendant 3 ans, pendant leur cycle universitaire.
et le louent toute l'année. Parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur location. Ils sont bien, c'est chez eux, et le louent toute l'année. Et pendant les 15 jours où ils ne sont pas là, bah, tant pis, bah, ils ne sont pas là pendant 15 jours, ils ne sont pas là pendant 3 semaines. Si vous êtes d'accord et qu'il vous dit, bah, écoutez, il y a mon frère qui veut venir en vacances, donc je ne suis pas là, est-ce que ça te dérange si c'est lui qui est dans ma chambre? Vous êtes le propriétaire, vous dites oui, vous dites non, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc ça, c'est le point fort. Augmenter la rentabilité. Après, en contrepartie, c'est un petit peu plus de gestion parce que vous avez, au lieu d'avoir un locataire, vous avez comme 3 locataires qui sont là. Il y a parfois un peu plus de rentrées, plus de sorties. Des fois, c'est votre colocation, ça va être plutôt un jeune actif. Par exemple, quelqu'un qui travaille au centre universitaire de tel hôpital et qui va rester là pendant 6 mois. Voilà, c'est un petit peu plus de turnover. En général, du coup, à la différence de la location longue durée, on conseille de meubler ce bien-là, parce que ça, forcément, ça facilite un petit peu les rentrées et sorties, s'il y a déjà le lit, s'il y a déjà le meuble, etc. Et vous, c'est plus simple parce que vous n'avez pas l'étudiant qui va venir rapporter son meuble, etc. et qui va donner un coup dans le mur ou dans les parties communes du logement. Donc, c'est plus simple et ça facilite le turnover. Donc là, on va chercher un bien qui est plutôt situé dans le centre. Donc, les étudiants veulent sortir, ils veulent faire la fête. Ils veulent aller dans les magasins ou proche des universités, être à 5 minutes à pied, ou proche du métro et, à force aussi de Valence, proche de la plage. Et il y a des quartiers comme le Cabagnal, dont on parlera dans d'autres présentations, qui sont situés juste entre les universités et la plage. C'est parfait pour un étudiant. La location temporale. La location temporale, qu'est-ce que c'est? C'est une location au mois. On n'est pas dans du Airbnb où on peut louer à la semaine ou à la nuit. Là, on est minimum 32 jours. Et ensuite, à partir de 32 jours, donc on loue 32 jours, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 11 mois. On ne dépasse pas un an, parce que quand on dépasse un an, on rentre dans la première catégorie où on est dans la location en longue durée. À la différence de la location longue durée, ce n'est pas la résidence habituelle du locataire. Donc, sur votre contrat de location, vous devrez indiquer le motif de cette location. Est-ce que c'est pour les vacances? Est-ce qu'il est là pour le travail, etc. C'est juste un modèle de contrat différent. Il y a une limite à cet exercice-là, parce que vous pouvez faire ça, on va dire, peut-être 2 ans, 3 ans. Vous allez vous dire, ça c'est parfait, parce que moi, je loue mon bien au mois de septembre à juin. Et ensuite, pendant l'été, boum, là, ça explose parce que c'est Valence, c'est l'Espagne, il fait chaud, il y a la plage. Là, je fais mon location touristique pendant 2 mois et là, j'explose parce que mon prix à la semaine, je le mets bien plus élevé. Alors là, il y a une limite à cet exercice, c'est qu'on peut le faire, mais à partir du moment où ça devient quelque chose d'habituel, de régulier, on rentre dans la catégorie location longue durée. Même si vous faites 10 mois, 11 mois à l'année, mais que ça, vous le faites pendant 3-4 ans, la mairie de l'Espagne, de Valence, pardon, elle considère que là, vous êtes rentré dans un process de location longue durée. Et ce que vous faites, c'est pas réglo. Et là, du coup, vous allez être un petit peu sous l'œil de Moscou et qui va venir regarder un petit peu ce que vous faites et peut-être venir vous embêter. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant pour augmenter votre rentabilité. Par exemple, si vous avez un bien, vous l'achetez et vous dites, moi, aujourd'hui, je vis à tel endroit, je suis aux Philippines ou autre. Moi, j'ai envie de venir vivre là-bas pendant 2 ans, 3 ans, ou j'ai envie de faire de la location longue durée dans 2-3 ans. Mais au début, je vais venir un petit peu booster ma rentabilité, dégager un loyer plus important et je rentre dans ce process-là. Ce qui est intéressant, c'est que des personnes qui viennent louer au mois, donc 1 mois, 2 mois, 6 mois, donc vous avez une certaine stabilité parce que votre bien est bloqué pendant cette période-là. Vous allez avoir cette rentrée d'argent pendant cette période-là. Il y a beaucoup de personnes actives qui sont dans le télétravail ou qui viennent faire des stages ou autres, qui sont là pendant 6 mois. Donc, parfois, c'est les entreprises qui viennent payer ce loyer-là. Donc, vous avez cette garantie-là aussi de votre loyer qui sera payé pendant cette période-là. Ce sont des personnes également qui vont peut-être prendre beaucoup plus soin de votre logement. Et s'ils sont là 2 nuits, 3 nuits, où là, on vient, on s'en fout un petit peu, c'est pas grave si on donne un coup avec la valise. Non, là, on fait un petit peu plus attention parce que on prend plus comme on dit ici, de cariño, on est plus attaché à ce bien-là, on prend plus soin. Et donc, on estime que vous pouvez augmenter votre loyer mensuel d'environ 30% par rapport à la location classique. Gros avantage par rapport à la location touristique, c'est qu'on n'a pas besoin de licence touristique. Et ça, c'est un point très, très important par rapport à Airbnb qu'on va aborder juste après.
Donc, ça permet la certaine stabilité dont je vous avais parlé, le profit des locataires et qui est plus corporatif. Point de vigilance, c'est qu'en général, c'est vous qui payez les consommations d'énergie. Mais il faut mettre une limite dans votre contrat parce que la personne qui est là et qui met la climatisation toute la journée et même quand il n'est pas là, bah forcément, les consommations s'augmentent. Donc, il faut mettre une certaine limite pour pas que vous, en tant que propriétaire, vous vous retrouvez avec une facture d'électricité, une facture de fluide à la fin qui est très, très importante. Et nous, on conseille également de louer ce bien en meublé pour faciliter les entrées et sorties des locataires. Je vais profiter de la présence, comme je vous le disais au début, de notre directeur Europe, Geoffroy, qui est ici à Valence pour profiter du soleil et voir un petit peu ses biens, donc ses investissements qu'il a fait ici, et qui est rentré plutôt dans ce process-là de location temporale et qui va nous en parler un petit peu pour nous expliquer. Je vais venir à côté de toi, Antoine. Alors, je ne sais pas si tu préfères qu'on partage la. Non, je reste comme ça. Je vais juste me mettre à côté de toi pour pouvoir partager l'écran. Alors, tu peux arrêter ton partage. Alors déjà, bonjour à tous. En fait, on voulait en profiter parce que Antoine et moi, on est tous les deux à Valence. Antoine, comme il le disait, parce qu'il est city manager de Valence et que il habite là et il s'occupe de sourcer des biens. Par exemple, la semaine dernière, on a vendu 3 appartements dans Valence. Donc, il y a beaucoup de demandes d'acheteurs étrangers qui veulent acheter. Et moi, je voulais vous parler de mon cas personnel parce que j'ai 2 investissements locatifs à Valence. Donc, je ne pourrais pas le faire sur toutes les villes, mais là, en l'occurrence, je peux m'amuser à le faire. Et surtout parce que là, Antoine vous a parlé de longue durée, de moyenne durée, colocation et temporal ou alquiler de temporada. Donc, temporal, temporada, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est totalement la même chose. Et avant de passer à la courte durée, je voulais vous en profiter pour vous faire un petit partage d'expérience. Je vais vous partager mon écran, mais je vais vous en parler d'abord. Concrètement, j'ai voulu acheter en Espagne à partir de 2017. J'ai acheté un premier appartement en 2018. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une colocation étudiante. Colocation étudiante, et je vais vous partager la carte pour vous expliquer un petit peu comment marche Valence pour la colocation étudiante, parce qu'il y avait une question tout à l'heure. Dans les questions, on était sur Samy, vous nous posiez la question, quels quartiers sont les plus prisés pour de la colocation, prix par chambre louée selon vos estimations, etc. Donc, c'est un sujet qui est intéressant et je vais profiter d'avoir déjà un historique depuis 2018, donc d'avoir 4 ans et d'en avoir acheté un deuxième. Mais là, je l'ai acheté plus récemment en 2021 et la rénovation vient d'être finie. Donc, je vais le mettre en location à partir de, en réalité, plutôt janvier, parce que je vais le garder un petit peu. Mais je vais en profiter pour vous montrer les chiffres et vous parler un petit peu d'alquiler temporal, qui, de nouveau, comme l'expliquait Antoine, c'est entre 32 nuits et 11 mois. C'est ça. Donc, en fait, il n'y a pas de complications particulières. C'est une location relativement classique, sauf qu'effectivement, on échappe à l'encadrement des loyers. Pour donner un exemple, alors déjà, est-ce qu'il y a un encadrement des loyers à Valence ou pas? Non, il n'y en a pas officiel. Non, il n'y en a pas. Mais bon, admettons, de manière un peu classique, moi, le premier appartement que j'ai acheté, je vais vous montrer ça. C'est un appartement de 80 mètres carrés. Quand je l'ai acheté, c'était un 2 chambres ou peut-être 3. Et en fait, je l'ai rénové pour en faire un 4 chambres, 2 salles de bain et en faire une colocation étudiante. Et ce qui est intéressant, c'est que cet appartement-là, si je le louais en entier, donc en longue durée en entier, je le louerais probablement 1 100 €, quelque chose comme ça, pour un 80 mètres carrés dans le Cabagnal. Et là, en le louant chambre par chambre, je loue chacune des chambres en moyenne 450 € par mois. Donc, ça fait 1 800 € de revenus locatifs. Donc, il y a un gros écart entre le 1 800 et le 1 100. Donc, ça permet vraiment d'augmenter la rentabilité. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner et quel est l'intérêt. Et les quartiers aussi, mais rapidement, où on peut faire ça. Alors, je partage mon écran maintenant. Hop, voilà, ça y est. Du coup, je ne vais plus rien voir. Ah si, je vais voir sur ton écran. Donc là, en fait, c'est juste pour donner un exemple. C'est un appartement, je vais vous montrer les chiffres peut-être. C'est peut-être le plus important pour nous, comme on est très financier. Si je vous parle des grands chiffres de l'appartement, c'est un appartement que j'ai acheté et rénové. Au total, il a coûté 180 000 € quasiment. Le loyer moyen ici, il y a marqué 1 620 parce que je lisse sur l'historique depuis
depuis 2 ans, avec les mois dans lesquels je ne le loue pas parce que je le garde pour y venir ou n'importe quoi, mais ça fait en moyenne, quand il est plein, ça fait 1800 € par mois. Et la réalité, c'est qu'on pourrait être vers 1700 ou 1750, juste il y a certains mois où je ne l'ai pas loué. Et en fait, ça donne un petit peu une idée de ce qu'on peut arriver à faire en utilisant ce moyen de location, de la colocation. On dit alquiler temporal, mais en fait, la colocation fait partie de l'alquiler temporal. Et ça permet vraiment d'avoir des rentabilités. Ici, on est sur du 11%. Concrètement, pour y arriver, on va parler d'abord de la géographie. Je vais vous montrer Google Maps. Là, tout de suite, on est dans Roussafa. Donc là, maintenant, géographiquement, on se situe dans Roussafa en ce moment. Et Roussafa, ici, c'est le centre-ville de Valence. Alors que là, l'investissement dont je vous parle, c'est dans ce quartier-là, Cabagnal. Donc, je vais vous montrer comme ça sur la carte. Voilà, Cabagnal, Canyamelar. Donc, c'est la partie qui est relativement proche de la plage, mais surtout pour une colocation étudiante, c'est ça qui est intéressant, elle est proche de cette petite merveille de l'Université Polytechnique de Valence. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette partie-là, vous le voyez sur la carte, si je zoome encore un petit peu, il y a Université Polytechnique, et l'Université de Valence. L'Université de Valence qui est très grosse aussi. Voilà, il y a énormément de tout ça, c'est le campus étudiant. Donc en fait, moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup de colocations. J'ai cherché souvent des logements à louer et concrètement, je voulais toujours être soit proche de l'université, soit dans le centre-ville. C'est pour ça que le centre-ville ici, c'est toujours une bonne option. Mais si j'avais eu l'occasion de venir à Valence, j'aurais forcément loué un appartement entre les universités et la plage parce que mine de rien, c'est extrêmement agréable d'être dans une ville qui a la plage et on veut en profiter. Et donc, toute cette partie-là est intéressante, surtout que là, comme vous pouvez voir, entre Mestalla ici et la plage, c'est des prix qui sont inférieurs en prix au mètre carré par rapport à ce qu'on a évidemment dans le centre, parce que le centre, c'est très beau, alors que dans la partie du Cabagnal et dans cette partie-là, c'est des bâtiments qui peuvent être plus vétustes et qui sont plus populaires aussi. Donc, en rentabilité, ça permet aussi d'aller chercher des meilleurs prix. Donc après, sur l'appartement, sans aller dans le détail, mais en gros, ce qui est important, c'est d'arriver à créer une annonce qui est attractive. C'est pour ça que les travaux sont importants et c'est pour ça que Mastéos, on a une vraie valeur ajoutée. C'est que, en fait, si je me balade sur les sites d'annonces, je n'ai pas du tout ce genre de qualité. Alors, je vais juste aller vite parce que le but, ce n'est pas de regarder tout ça, mais je n'ai pas ce genre de qualité sur le rendu. Et si moi, dans le marché de la location qui est très tendu, j'arrive avec une annonce qui est rénovée comme ça, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais très facilement louer l'appartement et donc arriver à un remplissage important. Donc, voilà, je vais juste arrêter le partage. Voilà. Et c'était juste pour expliquer ça, c'est que location longue durée, je fais 1100, 1200. Location moyenne durée, colocation qui s'appelle légalement alquiler temporal. Là, on va chercher beaucoup plus en rentabilité, on va chercher du 1006. Donc là, maintenant, on va parler de location saisonnière et de Airbnb. Antoine, que tu nous dises un petit peu si je veux aller encore plus loin, est-ce que Airbnb, c'est possible à Valence ou pas? Alors, c'est une belle question. Alors, un point qui intéresse énormément de monde, on a énormément de questions là-dessus. Je crois que tous nos investisseurs nous le demandent. Le Airbnb, c'est possible ou pas? Donc, ça rentre dans la catégorie location touristique. Bon, je vais vous répondre tout de suite. Comme on dit, la question est vite répondue. C'est possible, mais c'est très, très compliqué. Très compliqué. Alors, si on rentre dans la définition d'une location touristique à Valence, encore une fois, là, on n'est pas sous le même régime que la location longue durée ou la location temporale. On rentre dans la catégorie touristique, donc c'est pas le même système qui régit ces locations-là. Et à Valence, on a donc une définition qui est c'est un bien dont l'usage est cédé régulièrement, moyennant un prix, dans des conditions de disponibilité immédiate et à des fins touristiques, de vacances ou de loisirs. Alors ça, c'est la définition. On va voir après ce que ça implique. Alors pourquoi c'est intéressant? Valence, énorme ville étudiante, énorme ville touristique. En 2019, avant le Covid, il y avait 9,5 millions de touristes à l'année. Aujourd'hui, on n'a pas encore récupéré ces chiffres-là, parce que petit à petit, vous connaissez la situation mondiale, donc petit à petit, on est en train de les récupérer, mais on va les atteindre. Selon les médias CNN,
Très récemment, Valence était dans sa catégorie, dans sa liste des 22 meilleures destinations touristiques au monde. On a un très beau rendement à Valence, comme on l'a expliqué au tout début, prix au mètre carré inférieur à d'autres villes. Attends, je vais juste faire un truc, c'est que tu partages plus ton écran. Ah, ça ne partage pas? Voilà. Tac. Ah, pardon. Hop, hop, hop. Elle est où ta presse? Elle est ici. Ouais, parfait. Là, c'est bon, là-bas. Donc, prix au mètre carré qui est inférieur, très forte demande. On est sur des rendements qui sont vraiment intéressants. Et l'intérêt pour vous, c'est la flexibilité que ça vous permet de louer ou pas votre bien. Si c'est votre bien, imaginons vous voulez profiter de votre bien telle semaine, tout simplement, vous fermez la location pendant cette période-là. Vous l'ouvrez tel week-end. Vous avez un ami qui vient sur Valence tel week-end-là. Vous fermez la location pendant cette période-là. Alors, attention, parce que cette location touristique est très intéressante au niveau de la rentabilité, parce que, comme on l'a expliqué, ville touristique, etc., il y a les faïasses pendant le mois de mars, où là, c'est la fête à Valence pendant 3 semaines, surtout la dernière semaine. Et là, les prix au mètre carré quelle que soit la location, ils explosent. Littéralement, ils explosent, surtout dans un quartier comme ici, au Josaphat. Là, sur une semaine, vous pouvez mettre un loyer mensuel facilement. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus risqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la mairie de Valence qui a décidé de contrôler énormément ces locations touristiques. Ils ont changé la réglementation il y a peu, on va en parler, et rien ne dit que d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils sont encore plus restrictifs pour protéger les quartiers, parce que les voisins, les Valenciens, ils en ont marre d'avoir des locations qui sont louées que à des étrangers. Ils se sentent plus forcément chez eux. Dans certains quartiers, par exemple, très au centre, des fois on sort et c'est des touristes. Des touristes. Donc, ils perdent l'ambiance de quartier qu'ils avaient, leurs habitudes, leurs coutumes, ils ne se retrouvent plus chez eux. Donc, ils poussent la mairie à contrôler ces biens-là. Également, pour protéger l'hôtellerie, parce qu'il y a énormément d'offres. Les hôtels, ils perdent énormément de clientèle. Les voisins ont leur mot à dire. Pareil, ils peuvent vous embêter sur votre location. Donc ça, on va rentrer dedans. Au niveau de la durée, c'est limité à 2 mois pour un même locataire, mais après, vous pouvez le louer toute l'année. Et vous avez bien entendu une gestion qui est plus contraignante parce que vous avez un turnover qui est très important. Donc, il y a un risque de dégradation qui est plus élevé parce que la personne qui est là pendant 2 jours, elle prend moins soin de votre logement. Vous devez faire des rentrées, des sorties de locataires, vous devez rechercher d'autres locataires, vous devez changer les draps, vous devez nettoyer l'appartement, donc c'est plus contraignant. Et surtout, c'est très compliqué par rapport à la licence touristique. Donc avant, pour louer votre bien, vous n'aviez pas besoin de licence touristique ou vous avez l'ancienne licence touristique. Et là, en gros, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut rentrer dans la catégorie qu'on a vue tout à l'heure, la définition du bien. Et du coup, ça impose différents critères. D'abord, un bien entier. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas louer une chambre. Non, vous devez louer le bien dans son intégralité. Donc, j'ai des amis qui ont l'ancienne licence touristique où là, ils ont 3-4 chambres. Donc, ils louent une chambre, 2 chambres, pas de problème, etc. Aujourd'hui, non, vous devez louer votre bien en entier. Il doit être meublé, équipé dans des conditions de disponibilité immédiate. Et également, c'est comme si c'était un hôtel. En gros, il rentre, votre locataire, il doit bénéficier de tout. Donc, il doit être meublé, il a son petit micro-ondes, il a la douche, tout fonctionne, il a l'électricité qui fonctionne, il ouvre le robinet, il y a de l'eau, ça marche immédiatement. Vous louez contre une compensation financière également. Donc, il y a un prix. Vous ne pouvez pas faire venir la personne gratuitement en échange échanger votre bien ou autre. Et ça doit être commercialisé soit par un professionnel du secteur, des nombreuses plateformes dont la plus connue est Airbnb, ou par vous directement, mais vous devez apporter un service type hôtel. Donc, apporter un service de bagagerie, de nettoyage, de blanchisserie, etc. Et ensuite, ce qui est très, très, très contraignant dans Valence, parce que là, on parle vraiment de la ville de Valence, c'est que votre logement, il doit être situé au rez-de-chaussée ou au premier étage. Plus haut, impossible. Et s'il est situé au premier étage, vous ne pouvez pas être au-dessus d'un logement. Le bien qui est en dessus de vous, ça doit être un local commercial, obligatoirement. Autre contrainte importante, c'est que votre bien, il doit être, votre voisin,
imaginons, comme c'est le plus classique ici, il y a 2 appartements par logement, vous faites de la location touristique, votre voisin doit faire également de la location touristique. Il ne doit pas y avoir plus de 50% des biens de l'immeuble qui est en location touristique. Ça aussi, c'est très, très contraignant. Et enfin, même si vous avez la licence touristique, si vos voisins, ils en ont marre, parce que ce sont, je vais sortir des clichés, mais des Allemands, des Hollandais, des Français qui viennent, ils font la fête. Ou tous les jours, il y a des coups de valises dans les couloirs, dans les parties communes, ils en ont marre, ils peuvent mettre leur veto. S'il y a plus des 3/5 des propriétaires de l'immeuble qui veulent vous empêcher de faire votre Airbnb, ils le peuvent sans problème. Alors, il y a Jérôme qui demande, et si on achète une maison ou un immeuble, peut-on faire de la location touristique sur l'ensemble? Typiquement, si tu achètes une maison entière qui fait 2 étages dans le Cabanel ou même ailleurs, ou alors tu achètes un immeuble ici en face, qu'est-ce que tu peux faire dans un cas comme dans l'autre? Si c'est une maison entière déjà, si c'est une maison entière, vu que tu es le seul propriétaire, il n'y a pas de débat. Il y a beaucoup de biens, justement, dans le Cabanel où on en parlait, où c'est des anciennes maisons de pêcheurs et aujourd'hui, elles ont été abandonnées, elles ont été squattées et la mairie est en train de rénover tout le quartier. Et il y a beaucoup de biens qui sont en vente, qui sont dans un état assez délabré, et on en a des biens dans cette catégorie-là où on les rénove entièrement. Ils font 2 étages, rez-de-chaussée, premier étage. Et là, par exemple, c'est un peu l'idéal si vous avez ce bien-là. Pourquoi? Parce que, comme tu le dis, Geoffroy, vous contrôlez ce que vous faites. Donc, la catégorie ou le critère des 3/5 des propriétaires permettent leur veto, là, vous êtes tranquille. Pour autant, vous devez toujours respecter les critères dont on vient de parler. C'est-à-dire que vous avez un rez-de-chaussée, premier étage, vous pouvez mettre en location touristique seulement 50% de vos logements. Donc, ce sera que le rez-de-chaussée. Mais si tu loues la totalité de la maison, si par exemple c'est une maison de 2 ou 3 étages et que tu loues la totalité en Airbnb, ce n'est pas différents logements, c'est un logement, là tu peux louer tout ton logement. Si c'est un bien, si c'est considéré comme un bien, oui. Après, si tu fais 4-5 appartements dont tu as acheté un appartement de 3 étages avec 6 appartements, tu ne peux pas faire 6 appartements en location touristique. Tu n'auras pas 6 licences touristiques. Tu dois avoir que la moitié. Et si, donc, admettons, tu achètes un logement dans Valence, tu veux faire Airbnb, donc un seul logement, il n'y a pas de débat de division et tout ça, et tu veux obtenir la licence touristique, tu as quand même besoin d'obtenir la licence touristique dans tous les cas. Dans tous les cas, vous avez besoin de cette licence touristique. Et ce qui est important, c'est que vous avez parlé de l'Espagne, on est dans des communautés, on est dans des villes et on est dans des quartiers. C'est-à-dire que là, ces critères qui sont très restrictifs, c'est pour la ville de Valence. Vous sortez de Valence, vous êtes la première ville juste à côté, et là, tous ces critères-là, la grosse partie des critères sautent. Donc, vous êtes toujours dans certaines catégories, ça doit être un bien qui doit être en disponibilité immédiate, donc on rentre dans la définition de tout à l'heure, mais là, il n'y a plus de problème de savoir si c'est un rez-de-chaussée ou un premier étage. Vous voulez acheter un bien qui est au 4e étage, là, aucun problème. Dès que vous sortez de la ville de Valence, parce que là, on est vraiment dans des critères de la mairie. D'ailleurs, peut-être discute du fait que hier, on a quand même vu un avocat qui nous a parlé justement de Alboraya. Exactement. Alboraya, donc voilà, un avocat justement où on a voulu c'est quelqu'un avec qui on travaille, qui est avocat, qui est fiscaliste, et qu'on pourrait donc également vous conseiller. C'est ce qui fait partie de notre force aussi à nous, c'est de vous envoyer sur des gens qui sont vraiment des spécialistes et qui parlent français également et qui nous on travaille, nous on a confiance. Donc on a échangé avec lui et donc il nous a parlé par exemple de Alboraya, qui est une ville qui est collée à Valence. Et donc là, c'est une ville parfaite où justement ils ont envie d'attirer des gens. La mairie veut attirer des touristes. Ils veulent profiter de la renommée de Valence. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus de facilité à obtenir cette licence touristique. On n'est plus limité sur un rez-de-chaussée ou un premier étage. Ça, du coup, ça saute. Et ce que je vous disais, donc, les villes, c'est différent, mais même les quartiers sont différents. Là, aujourd'hui, on est dans l'Oussafa. L'Oussafa, quasiment impossible d'avoir une licence touristique parce qu'il y a déjà énormément de licences et il est distribué au compte-gouttes. Vous allez dans le Cabanel, également, c'est compliqué parce qu'ils ont limité aujourd'hui à 10% de l'offre de logement. 10% seulement de ces logements peuvent avoir une licence touristique. Donc aujourd'hui, en résumé, Airbnb, c'est possible, mais c'est très compliqué, surtout si vous êtes dans Valence même.
Maintenant, vous voulez faire de la location touristique à Alboraya ou une autre ville qui est juste à côté. Il y a plusieurs villes où il y a le métro. Là, en 15 minutes, vous êtes dans le centre de Valence. Et là, tous ces critères-là sont sont bien plus simplifiés. On n'est plus rez-de-chaussée limité. Par contre, on est toujours dans la définition dont on parlait tout à l'heure. Il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait du gaz. On loue le bien entier, on ne loue pas juste la chambre, etc. Mais c'est beaucoup plus simple. Et il y a des sanctions. Aujourd'hui, c'est pas encore. Il y a eu l'année dernière, je crois, 26 sanctions, 26 amendes relativement faibles. Mais voilà, ça peut aller de 0 à 600 000 euros. Jamais vous aurez une amende à 600 000 euros, mais c'est aujourd'hui des amendes qui vont commencer à être appliquées. Si vous avez une autre possibilité, c'est d'acheter un autre bien qui a l'ancienne licence touristique. Donc là, il y a beaucoup de biens où on n'avait pas tous ces critères, qui est vendu avec cette licence-là, parce que la licence appartient à l'appartement. Elle n'appartient pas au propriétaire de l'appartement. Donc, il vend son appartement avec cette licence-là. Aujourd'hui, vous récupérez cette licence-là et vous pouvez faire votre Airbnb sans problème. C'est le cas aujourd'hui. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans 5 ans, dans 8 ans. La mairie, ce sera très compliqué d'un point de vue juridique de venir embêter quelqu'un qui a déjà obtenu sa licence touristique ou à l'époque, il n'y avait aucun problème. Ce sera très compliqué. Mais voilà, la mairie, elle va petit à petit, peut-être, elle peut venir contrôler ses anciennes licences touristiques. Donc, Airbnb, c'est possible, mais c'est très compliqué. En dernière slide, parce qu'on va terminer. On essaie de résumer un petit peu les différents types de locations sur ce slide-là. Et pour moi, ce qui était important de dire, c'est qu'on n'est pas venu ici vous apporter une réponse en vous disant ce qu'il faut faire, c'est ça. On n'est pas là pour vous dire qu'il faut faire de la location temporaire. On n'est pas là pour vous dire qu'il faut faire de la location longue durée, ça c'est le meilleur. Non. Chaque type de location dépend de chaque profil du bien et du profil investisseur. Vous avez acheté votre bien avec un prêt immobilier et vous voulez de la sécurité parce que vous voulez un loyer qui vient rembourser votre emprunt. Et vous êtes là, en fait, c'est pour rembourser votre appartement, pour en profiter dans 20 ans, pour votre retraite, pour votre enfant, pour autre. Et donc là, vous voulez juste quelque chose qui tourne tranquillement. Vous avez un loyer qui rentre tous les mois. Et donc, vous êtes plutôt sur de la location longue durée. Vous êtes un profil plutôt prudent. Ou au contraire, vous dites, moi, je suis là et mon bien, je l'ai acheté avec un apport assez important. Et tous les loyers qui vont rentrer, c'est du plus, c'est du bénéfice. Donc là, vous dites, je vais peut-être plutôt aller pendant 2-3 ans sur une location temporale où je vais le louer au mois, à 6 mois, etc. Et là, je vais chercher un petit peu plus de rentabilité. Mais à chaque fois, plus il y a de rentabilité, plus le risque est important. La location touristique, donc je vous en parlais. Le bien est rempli de tous les critères, etc. Il faut aller chercher la licence touristique. Vous cochez toutes les cases. Vous n'êtes pas renseigné. Vous ne savez pas qu'en fait, dans le Roussafa, ils ne donnent plus de licence touristique. Et bien là, du coup, comme on dit, vous l'avez dans le baba. Parce qu'il y a énormément de risques. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend vraiment de vous et de votre bien, de ce que vous voulez faire, de votre profil. Donc voilà, nous on est là pour vous accompagner. Encore une fois, les 4 métiers de Mastéos, c'est de vous trouver votre bien, de le dénicher, de vous conseiller est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, parce qu'ici, c'est l'Espagne. L'Espagne, ça fonctionne différemment de la France. Il n'y a pas tous les diagnostics dont on a en France. Le mètre carré, ce n'est pas le même qu'en France. Donc voilà, il y a une culture espagnole qui est différente. Nous, on est là pour vous conseiller à trouver votre bien et à l'acheter. On vous accompagne dans tout le process. Il y a des travaux, on est là. Vous êtes là de chez vous. Nous, on est là pour suivre ces travaux et suivre tout votre projet jusqu'à son ameublement pour que vous puissiez ensuite, sans rien faire, depuis votre fauteuil, avoir votre locataire que nous aurons sélectionné avec vous en fonction de votre choix. Parce que vous voulez faire de la location longue durée, courte durée, etc. On sélectionne avec vous le locataire et on fait tout le suivi. Donc, voilà, nos 4 métiers qui sont présentés sur cette slide-là, on est là pour vous accompagner. Et ensuite, on aura d'autres webinars pour parler d'autres choses, pour parler de fiscalité, ou justement la personne dont je vous ai parlé il y a un instant, qui est notre spécialiste fiscalité, sera là avec nous en tant qu'expert qui viendra participer à ce webinaire-là. On fera des webinars pour vous présenter Valence. Quel quartier? Le Cabagnal. Geoffroy en a parlé, mais ça mérite un webinaire juste pour le Cabagnal parce que c'est un quartier qui est incroyable.
voilà, on va présenter un petit peu plein de webinars à partir de septembre, octobre, novembre. On va en faire plusieurs. Madrid, Valence, Barcelone, nos 3 villes. Et petit à petit, Mastéos, ça va grandir et bientôt, ce sera un petit peu comme sur le reste de la France, on va ouvrir d'autres villes. Niveau questions, je crois que grâce à Geoffroy, qui m'a beaucoup aidé, a répondu à pas mal de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions en stand-by ou si on est cool. Voilà, merci à vous. Antoine Évêque, donc antoine.évêque@mastéos.com. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je suis là, je suis à votre disposition. Le site est sur Valence. Vous avez encore des questions par rapport à la présentation, on va pouvoir vous l'envoyer pour la télécharger si vous voulez la revoir tranquillement. Vous voulez la présenter à votre compagne, votre compagnon qui n'a pas pu assister à la présentation, à votre frère qui est également intéressé pour acheter sur Valence. Voilà, donc, on diffuse ça, elle sera disponible également sur notre canal YouTube. Et n'hésitez pas, contactez-nous, appelez-nous. On est une équipe de conseillers, on est une équipe de chasseurs et on est là pour vous choyer et prendre soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui partent bientôt. Ciao.